À la fin des années 70, à Ingolstadt, un homme est assis et fixe des chiffres, pas n'importe quel chiffre, des chiffres qui lui disent qu'Audi est toujours la berline du fonctionnaire. L'alternative sage, la voiture que l'on achète quand on n'a pas les moyens d'une Mercedes et que l'on trouve BMW trop sportive. Ferdinand Piëch a 42 ans à l'époque, il est responsable du développement technique chez Audi et pour lui, il existe deux types de personnes, celles qui acceptent les compromis techniques et lui. Chez Porsche, il avait construit la 917 et failli ruiner l'entreprise, non pas parce que la voiture était mauvaise, mais parce qu'elle devait être une excellence sans compromis. Maintenant, en 1977, commence le développement du type 44. En interne, le projet s'appelle C3 et le message de Piëch est on ne peut plus clair. Cette voiture propulsera Audi dans la cour des grands ou sera un échec spectaculaire. Les compromis, pas son truc. Le seul problème est comment construire une voiture qui bat Mercedes et BMW quand on n'a ni leur image, ni leur moteur 6 cylindres. Le compartiment moteur de la nouvelle 100 est trop étroit pour un 6 cylindres en ligne, en prenant que le 5 cylindres, inhabituel, caractéristique avec un bruit de mitraillette, mais un 5 cylindres contre les 6 cylindres raffinés de Munich et Stuttgart, c'est comme se présenter à un duel à l'épée avec un stylet. Piëch a une autre idée, si la concurrence a plus de cylindrée, alors sa voiture doit être supérieure ailleurs. Il n'envoie pas les développeurs à la planche à dessin, mais dans la soufflerie. Pendant des mois, un bloc de polystyrène est façonné, poncé, optimisé dans la plus grande soufflerie d'Europe à Wolfsburg. Forme initiale atteint un coefficient de traînée de 0,25, sensationnel. Puis les ingénieurs arrivent et disent c'est beau, mais c'est peu pratique. Où mettons les poignées de porte et les rétroviseurs et la ventilation. Au final, on atteint 0,30. Toujours un record mondial. À titre de comparaison, la moyenne en 82 est de 0,44. Le prédécesseur C2 avait 0,42. Mercedes et BMW se situent quelque part entre briques et boîte à chaussures roulantes. L'Audi 100 C3, quant à elle, semblait tout droit sortie du futur. Fenêtre affleurantes, montée haute et sans cadre, un bord de toit qui dirige doucement l'air par-dessus l'arrière, pas de rétroviseur extérieur droit sur le modèle de base, non pas par avarice, mais parce que chaque rétroviseur augmente le coefficient de traînée. Le soubassement est fabriqué d'une seule pièce, emboutie, sans soudure. Des robots entièrement automatisés assemblent la carrosserie à une époque où ailleurs, les soudeurs manipulent encore des gabarits. En août 82, la C3 sort de la chaîne. La presse spécialisée est enthousiaste. Championne du monde de l'aérodynamisme, titrent les magazines. La plus profilée, avec 75 chevaux tirés du petit 4 cylindres de 1,8 litre, la voiture atteint 165 km/h, plus rapide que le modèle précédent de 85 chevaux, tout en consommant 20% de moins. Avec le 5 cylindres de 2,2 litres et 136 chevaux, l'Audi 100 n'est pas seulement efficace, mais aussi rapide. Vraiment rapide, et à partir de 86, il y a le turbo avec 165 chevaux. On joue soudain dans une ligue où BMW et Mercedes ne sourient plus. Cependant, la C3 a un problème et ce problème se manifeste lors des chaudes journées d'été. Les vitres sont extrêmement inclinées, parfaites pour le plan aérodynamique, une catastrophe thermodynamique, l'intérieur devant un sauna roulant,
Même la climatisation optionnelle a du mal à lutter contre la chaleur. De nombreux acheteurs optent pour le toit ouvrant manuel au lieu de la climatisation coûteuse. En été, ils regrettent ce choix, mais techniquement, la C3 est une révélation. À partir de 84, elle est disponible avec la transmission intégrale Quattro, 4 roues motrices permanentes, pas de gadget de tout-terrain commutable, mais un différentiel central qui répartit intelligemment la puissance. Et puis, en 86, Audi fait quelque chose qui entre dans l'histoire de la publicité. Ils font monter une Audi 100 CS Quattro rouge sur un tremplin de saut à ski enneigé en Finlande, pente de 80%, seulement la puissance du moteur et des pneus acrompants. Une corde de sécurité est attachée, mais uniquement pour l'assurance. Au cas où quelque chose tournerait mal, le pilote, le rallyman Harald Demuth, monte effectivement le tremplin par ses propres moyens. Aujourd'hui encore, on débat pour savoir si la corde a aidé. Elle n'a pas aidé, le Quattro a réussi. Ce spot devient une icône. Des années plus tard, Audi réitère l'exploit avec une A6, mais l'ancêtre, la sang rouge sur le tremplin, reste dans la mémoire collective. Mais si Audi brille dans la publicité, sur le marché, les choses se passent différemment de ce qui était espéré. Le C3 se vend bien, environ 980 000 unités au total jusqu'en 91, mais le grand bond, la percée espérée dans le segment absolu du premium, elle ne le réalise pas. Pourquoi? Premièrement, l'image. En 82, Audi, c'est tout simplement pas Mercedes ou BMW. La C3 est techniquement supérieure, plus efficace, plus innovante, mais ça reste une Audi. Et les Audi sont conduites par des enseignants, des fonctionnaires, des gens raisonnables. Pas des PDG, pas des indépendants qui veulent être vus. La C3 vole sous le radar, c'est un avantage pour certains, discret, élégant, silencieux. Pour d'autres, c'est un critère d'exclusion. Deuxièmement, la concurrence. La Mercedes W123 est en 82 le roi incontesté de la classe moyenne. La solidité coulée dans l'acier. 3 ans de délai de livraison. Les W123 d'occasion se négocient au-dessus du prix du neuf. La BMW E28 à partir de 81 est l'alternative sportive. Les deux ont des 6 cylindres. Les deux ont l'image. La C3 est la 5 cylindres avec un son inhabituel et un design qui est certes modèle, mais aussi inhabituel. Troisièmement, les États-Unis. Là-bas, la C3 est vendue sous le nom d'Audi 5000. Au début, c'est un succès. Ferdinand Piëch connaît une ascension fulgurante, puis la catastrophe, des rapports d'accélération involontaire, des voitures qui partent soi-disant toutes seules, que ce soit vrai ou que les conducteurs confondent les pédales d'accélérateur et de frein, le débat n'est toujours pas tranché aujourd'hui. Audi équipe 130 000 véhicules après coup, développe un verrou qui empêche d'engager une vitesse sans appuyer sur le frein. Rien n'y fait, les chiffres de vente chutent 74 000 unités en 85 à 12 000 unités en 91. Un désastre, seul le successeur C4 pourra réparer les dommages d'image. Mais la C3 est plus qu'une voiture simple qui a manqué un peu de la grande percée. Elle est le point de bascule, le véhicule avec lequel Audi montre nous ne pouvons pas seulement rivaliser, nous pouvons aussi mener. À partir de 86, la C3 est entièrement galvanisée. La rouille n'est plus un problème, alors que d'autres constructeurs luttent encore contre la corrosion. Les Audi 100 avec les kilométrages de 300 000, 400 000, voire 500 000 km ne sont pas rares. Puis en 90, le jalon suivant, le TDI de 2,5 litres avec 120 chevaux, la deuxième voiture de série au monde avec injection directe diesel
Après la Fiat Croma, 265 Nm de couple, 200 km/h en pointe et une consommation qui bat des records. En 89, une C3 TDI optimisée parcourt 4818 km avec un seul plein, consommation moyenne de 1,76 litre au 100 km, record mondial authentifié par notaire. Le message est clair, Audi n'est pas seulement rapide, Audi est aussi efficace. La C3 est aussi la voiture avec laquelle Audi expérimente. En 89, il présente l'Audi Duo, un break hybride, à l'avant un moteur essence de 136 chevaux, à l'arrière un moteur électrique de 9,4 kW, batterie nickel-cadmium, un concept bien en avance sur son temps et qui ne sera jamais produit en série, mais qui montre la direction à suivre. En Chine, la C3 raconte une histoire complètement différente. Là-bas, elle est produite à partir de 88 sous le nom de Hongqi, drapeau rouge, chez FAW à Changchun, en tant que limousine de représentation pour les fonctionnaires du parti jusqu'en 2004 dans un pays où le logo Volkswagen n'est pas synonyme de produit de masse mais de qualité européenne. La C3 a une deuxième longue carrière loin de l'Allemagne. Mais que reste-t-il de la C3, une voiture qui montre que l'ingénierie seule ne suffit pas? Le design était révolutionnaire, la technique brillante, la finition excellente, mais Audi n'avait pas encore en 82 l'assurance avec laquelle on accède à la catégorie premium. Cela viendra plus tard avec la C4, avec l'A6, avec l'A8, mais la C3 fut le premier pas, le passe-partout. Aujourd'hui, la C3 est un secret d'initié. Les exemplaires bien entretenus, de préférence avec le 5 cylindres et quattro, sont appréciés des connaisseurs, non pas parce qu'ils sont rares, près d'1 million d'unités ont été construites, mais parce qu'ils incarnent quelque chose qui n'existe presque plus aujourd'hui, une voiture qui n'est pas vendue par le marketing, mais par la substance. Une voiture qui ne crie pas pour attirer l'attention, mais qui fait son travail en silence. Une voiture qui parcourt 500 000 km sans rouiller et sans se plaindre. Ferdinand Piëch voulait prouver que la C3 d'Audi pouvait tout faire et il l'a prouvé, mais peut-être trop discrètement, peut-être trop tôt, mais il l'a prouvé. La C3 est la voiture qui a libéré Audi de l'image de la berline de fonctionnaire. Même s'il a fallu quelques années de plus pour que le monde le comprenne, aujourd'hui, la C3 roule toujours sur les routes lors de rassemblements de voitures classiques entre les mains de gens qui savent. Ce n'est pas un jeune classique ordinaire. C'est le moment où Audi a décidé de ne plus être le petit frère. C'est le moment où l'ambition s'est transformée en Vorsprung, avance. Et c'est peut-être là la morale la plus ironique. La C3 était trop bruyante pour être ignorée, mais pas encore assez bruyante pour conquérir le monde. Elle fut la déclaration silencieuse avec le grand coup, l'introduction avant que le spectacle ne commence réellement, mais celui qui conduit une C3 aujourd'hui le sait. Parfois, les voitures les plus silencieuses sont les déclarations les plus fortes.